L'interaction avec la base de données est très complexe car on doit écrire et maintenir des requêtes SQL. On est dans deux univers différents, donc on est au niveau du code, on travaille avec des objets, et puis au niveau des bases de données, on utilise du SQL, donc on doit écrire une couche intermédiaire entre notre code et l'interaction avec la base de données. On a également différents SGBDR, systèmes de gestion de bases de données relationnelles, ou les serveurs de bases de données, comme par exemple SQL Server, Oracle, MySQL. Chaque serveur finalement a ses spécificités, a ses caractéristiques, même si le SQL, ça reste standard. La solution, une des solutions, c'est l'utilisation d'un ORM, Object Relational Mapping. C'est tout simplement une couche intermédiaire qui permet de ne pas écrire du SQL dans notre code, ni d'ouvrir des connexions à les bases de données, mais ce composant ORM permet justement de gérer cette interaction aux bases de données. Un des avantages, c'est que c'est le développement rapide des applications, puisqu'on n'écrit pas de requêtes SQL. Ça nous permet également de se concentrer sur le code. Dans le monde Microsoft.NET, il y a Entity Framework. Actuellement, c'est Entity Framework Core, qui est le framework recommandé par Microsoft. Il est open source et se base sur Ado.NET. Ado.NET qui est un composant qui permet justement d'interagir avec les bases de données, d'ouvrir des connexions, d'écrire des commandes et d'exécuter des commandes, de gérer des connexions, etc. Voilà, donc un schéma pour résumer le rôle de Entity Framework. On voit que c'est une couche intermédiaire entre notre code, voilà, là on est dans le monde orienté objet, et les bases de données. Donc elle transforme notre code à des requêtes SQL qui seront exécutées, et puis on récupère l'information ici des données, la base de données, et elle instancie des objets à partir de notre modèle. Et elle s'occupe de toute la couche d'ouverture de connexion, de gestion de connexion, de transactions, etc. Donc pour les développeurs, l'interaction avec la base de données est masquée. Il y a deux principales approches quand on travaille avec Entity Framework. Il y a l'approche code first, c'est-à-dire on travaille au niveau de notre code, on écrit nos classes modèles, et puis on génère la base de données à partir de notre code. La deuxième approche, c'est database first, c'est-à-dire la base de données existe, et à partir de la base de données, on génère notre modèle, le code. Voilà, on passe à l'action, nouveau projet. Donc pour la démo Entity Framework, on va utiliser une application web, ASP.NET Core. C'est juste pour la démo. Bien sûr, on va se concentrer sur la couche Entity Framework, la couche d'accès à la base de données. .NET Core. Donc voilà, suivant. On va l'appeler Entity Framework Core Demo. Suivant. On laisse par défaut et créer. Visual Studio a généré le template, vous le voyez ici. Ce qu'on va faire maintenant pour utiliser Entity Framework, on va ajouter des dépendances. Donc clic droit sur dépendances. Gérer les packages NuGet. Parcourir. Donc on va utiliser SQL Server, voilà, il est ici. Je l'installe. OK.
Ensuite, on installe également l'outil de création de base de données. Donc, ce sera un petit framework tools. Voilà. Donc, installer. Voilà. Vous voyez par exemple ici les commandes qu'on peut exécuter via cet outil. Donc voilà, ça permet la création de la base de données, les suppressions, voilà, et, génération des scripts, donc de migration, etc. Ça, on va le voir dans cette démo. Installer. OK. On vérifie dans les dépendances, on voit bien qu'il y a deux outils qui ont été ajoutés. Donc il y a un Entity Framework Core pour l'utilisation de SQL Server et Entity Framework Tools pour tout ce qui est création de bases de données, suppression, mise à jour, etc., gestion de migration. Donc ensuite, on va créer nos classes modèles dans le dossier modèle. Pour simplifier, on va les créer directement dans Models, mais dans les architectures, généralement, on peut ajouter un nouveau projet, par exemple, ici, add, au niveau de la solution plutôt, on peut ajouter un nouveau projet pour du type DLL et mettre ton classe modèle dans ce projet. Ça facilite les tests, mais aussi ça peut être utilisé facilement par d'autres applications. Donc dans cette démo, on simplifie le classe modèle. On va les créer dans le dossier models. Voilà. On va ajouter une classe. Donc cette classe, on va dire c'est un cours. Un cours, il a un identifiant du type int. Voilà. Et il a un nom du type string name. Ensuite, on ajoute une autre classe. Classe étudiant. Pareil, donc elle a un identifiant. Et un étudiant, il a un nom. On va dire aussi, on ajoute un email par exemple. D'accord. On simplifie, bien sûr, dans une application réelle, on a plus de propriétés, mais là, on simplifie. Il y a une relation plusieurs à plusieurs, many-to-many entre cours et étudiants, c'est-à-dire un étudiant peut suivre un ou plusieurs cours, et le cours peut être suivi par un ou plusieurs étudiants. Cette relation plusieurs à plusieurs, on peut la matérialiser par des collections, c'est-à-dire on va avoir une liste de cours dans étudiants. Voilà ici, donc ça sera dans étudiants, on va avoir une liste de cours, collection. Voilà, on va l'appeler cours 6, pluriel. Et dans cours, on va avoir une liste d'étudiants qui suivent le cours. Donc étudiants. Cette relation plusieurs à plusieurs, Entity Framework va la transformer, va créer la base de données sur base de ces deux entités, de ces deux classes.
Et tout simplement, il va transformer cette relation plusieurs à plusieurs au niveau de la base de données. Ce que ça va donner, tout simplement, ça va donner trois tables. Une table étudiant, une table cours, une table d'association, une troisième table qui est d'association intermédiaire. Entre cours et étudiant, on va trouver deux clés étrangères, donc clé étrangère cours et une clé étrangère étudiant qui matérialise la relation. Je vais vous montrer dans la base de données plus tard. Donc on va ajouter le contexte. Voilà, on va l'appeler Entity Framework Core Demo Context. Enter. Cette classe hérite de DBContext de Entity Framework. On va utiliser l'using. Voilà. En gros, c'est le DBContext qui permet justement de gérer les connexions à la base de données. On va utiliser le contexte pour sauvegarder, pour récupérer des items, donc étudiants ou cours, etc. Ça gère les connexions, ça gère les transactions, etc. On ajoute un constructeur. Voilà. Parce qu'on paramètre DBContext options du framework core context. On l'appelle options. Puis on appelle la classe de base, donc du DBContext. Voilà. Et on passe les paramètres options. On ajoute des propriétés DB7. C'est sur cette base-là que Entity Framework va créer des tables. Donc on aura un DB7 qui correspond à cours étudiant, les classes qu'on a créées ici. Donc un DB7 étudiant. Student. Et voilà. Ensuite, un DB7 cours. Voilà. Maintenant, pour se connecter à la base de données, le contexte a besoin d'une connection string. La connection string, on va l'ajouter dans appsettings.json. Donc ici. Voilà, donc là c'est le nom de la connection string. Ça c'est le serveur de base de données. Moi j'utilise SQL Server Express en local. Et le catalogue, ce sera donc tout simplement le nom de la base de données. EF Core Demo, comme moi j'ai donné le nom de la solution, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez bien sûr. Donc ensuite, dans Startup CS, dans la méthode configure service, on ajoute le contexte ici. Ça permet tout simplement de l'injecter dans les contrôleurs. Je vais vous montrer plus tard comment on utilise le contexte de le contrôleur pour récupérer les données ou sauvegarder. Donc ici, on va ajouter le contexte. Voilà, en gros, add DB context, c'est le contexte qu'on a écrit.
on utilise SQL Server et la connection string qu'on a ajouté dans appsettings.json. Maintenant, on va créer la base de données. Pour ça, donc, on va aller dans Outils, Gestionnaire du package NuGet, Console. Donc, console du gestionnaire package. On va lancer la commande add migration. On va l'appeler initial create. Enter. Voilà, cet outil a généré un dossier qui s'appelle migrations, vous voyez ici, avec deux fichiers. Donc le fichier initial create contient deux méthodes, up et down. La méthode up contient les modifications et down c'est pour retourner en arrière. Ça veut dire si par exemple on voit qu'il y a des erreurs dans notre modèle et on veut retourner en arrière, ça sera la méthode qui sera exécutée. Donc dans up, comme c'est la première fois qu'on lance la commande add migration, elle va créer les tables. Voilà, on a la table course qui correspond à un dataset qu'on a ajouté dans le contexte, la table étudiant, et puis la table d'association qui est la matérialisation de l'association étudiant. Un étudiant peut avoir plusieurs cours et un cours peut être suivi par plusieurs étudiants. C'est la relation many-to-many. Et puis donc cours, on a un clé primaire et un nom. La clé primaire, Entity Framework considère c'est l'identifiant, car tout simplement, elle s'appelle ID. C'est une convention. Name, c'est un varchar max. Un string est l'équivalent au niveau de base de données SQL, c'est un varchar max. C'est pareil pour étudiant. On a un identifiant, on a un nom, on a un email. Et la table d'association, on a l'identifiant cours et l'identifiant étudiant. Ensuite, la méthode down, on a dit que c'est un rollback. Tout simplement, c'est la suppression des tables qui ont été créées. Donc, on commence par la table d'association, et puis cours, puis étudiant. Vous voyez ici, par exemple, la suppression ne tient pas en considération s'il y a des données ou pas. Donc, si jamais on utilise ce genre de code en prod, il faudrait d'abord faire des backups ou sauvegarder les données avant d'exécuter ce genre de requête. Voilà. Alors, donc on a dit à une convention, par défaut, Entity Framework utilise une convention. Si le nom contient ID, ce sera avec les primaires. On a vu par exemple ici un varchar max et le string. Si par exemple on veut modifier pour des raisons de performance, si on décide que le nom de l'étudiant sera pas un varchar max, mais plutôt on met une valeur maximale qui est de 100 par exemple, on peut le modifier, on peut l'indiquer via deux manières. Soit via des annotations au niveau de la classe, ici student, on ajoute des annotations ici, ou bien via une autre manière qui s'appelle Fluent API, qu'on mettra dans le contexte. Donc là, on va redéfinir une méthode qui se trouve dans le DB contexte. On va la redéfinir ici dans notre contexte.
et on va tout simplement dire que tel nom va avoir une telle longueur maximale ou bien doit avoir une valeur obligatoire. Alors, on peut déjà faire via la première méthode qui sont les annotations. On va dans cours, student. Par exemple, on va dire cette valeur est obligatoire. Le nom est obligatoire. Quand on crée un nouveau étudiant, on doit indiquer un nom. Required, c'est pour d'accès obligatoire. On fait un using de System Component Models Data Annotations. Voilà. Et puis, on va dire que c'est la valeur maximale, max length. Ce sera par exemple 100. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a apporté une modification au niveau de notre modèle. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de créer la base de données sur base de premier fichier, update database, enter. Voilà, la base de données a été créée. On va vérifier dans SQL Server, refresh. On voit qu'il y a bien une base de données avec les trois tables. Donc, cours 6, students, et puis la table Many to Many qui matérialise la relation Many to Many, course students, qui contient les primaires étrangères, étudiants et cours. Cette base de données contient aussi une autre table qui s'appelle Migration History. Et on voit ici en fait la première exécution donc qui se trouve dans Initial Create. Ensuite, donc là maintenant, on avait fait une modification au modèle qui s'appelle, voilà, on a ajouté des annotations. On va ajouter add migration donc pour prendre en considération les annotations qu'on a ajoutées. Enter. Donc voilà, il y a un fichier qui a été ajouté. Donc la méthode up qui contient les modifications. On voit désormais le nom, le type, c'est un varchar avec une valeur maximale de 100 caractères. Et nullable et default, ça veut dire la valeur, c'est obligatoire donc de mettre une valeur. La deuxième méthode pour ajouter de la configuration, c'est la Fluent API. C'est dans le contexte qu'on peut l'ajouter. On peut redéfinir donc la méthode onModelCreating qui se trouve dans le dbContext F12. On fait une recherche onModel. Vous voyez, en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, dans notre classe contexte hérite de dbContext. Dans dbContext, on a une méthode qui s'appelle onModelCreating et qui permet tout simplement, lors de la création du modèle, on modifie, on configure, voilà, et c'est dans ce cas-là, par exemple, là on a configuré le nom étudiant
par des annotations. La deuxième méthode, on va le faire via le code directement dans le contexte. On va redéfinir la méthode en modèle created. Donc ce sera protected override pour la redéfinition en modèle creating. Si on a le modèle builder, comme paramètre, voilà, en fait, c'est une méthode void. Donc, modèle builder, entity, l'entité qu'on va modifier, ça sera par exemple cours, puisqu'on l'avait fait avec étudiant. La propriété, c'est name. C'est-à-dire qu'elle a has max length, une valeur maximum 100. Et c'est une valeur obligatoire. Les croyable. Voilà. On relance ici, on va créer une nouvelle migration. Fluent API. Cette fois-ci, c'est le nom de cours. Voilà. Donc il y a un nouveau fichier qui a été généré. Et cette fois-ci, ça sera un varchar 100 avec une longueur max length 600 et il est obligatoire nullable est à false. On n'a pas exécuté les modifications au niveau de la base de données. Vous voyez, on peut avoir plusieurs fichiers et puis lancer l'exécution au niveau de la base de données. On peut le faire via un fichier à la fois ou plusieurs fichiers. Donc ce qui permet de suivre ça, c'est la table Migration History. Sur cette table, actuellement, il n'y a que le fichier initial create qui a été exécuté. Donc là, on lance et puis séquentiellement, ce qu'il va faire, il va lancer des annotations, ensuite être fluent. Voilà. Sur base de timestamp, vous voyez, les fichiers contiennent timestamp au niveau du nom. Donc là, on fait un update de la base de données. Enter. On vérifie. Donc là, petit refresh. Tables. Voilà, donc le nom au niveau du cours maintenant, il y a 100. Et not nul, donc elle n'accepte pas de valeur nulle. On doit mettre une valeur. Et dans étudiant, c'est pareil. On a name, valeur maximale 600 et elle est à not nul. Et au niveau de la table migration, on relance ici, vous voyez, ça a été exécuté. Donc, pour résumer, en fait, il y a deux manières. Donc, Entity Framework qui a une manière par défaut qui s'appelle ici une convention. Donc, on peut tout à fait écrire ici des classes modèles sans attributs
Si on souhaite avoir le comportement par défaut, un identifiant c'est un ID, c'est une clé primaire. NestString c'est un varchar max. Mais si on veut configurer et affiner les champs, par exemple, on veut pas utiliser un varchar max pour des raisons de performance. Et en plus, de toute façon, on connaît la valeur maximale. Ben, on peut l'indiquer soit via des annotations, comme on l'a fait dans Student, ici, ou via le code dans le contexte. Ici, on redéfinit tout simplement en modèle creating, et puis on le modifie ici. Une ou plusieurs entités, selon le besoin. Alors, on a vu une relation many-to-many, c'est-à-dire un cours peut avoir plusieurs étudiants, un ou plusieurs, un étudiant peut suivre un ou plusieurs cours. On peut maintenant, par exemple, ajouter une nouvelle relation, donc une relation 1 à plusieurs. Comme par exemple, on a vu la classe étudiant, elle a une adresse mail. Si on décide un étudiant peut avoir une ou plusieurs adresses mail, on peut tout simplement transformer cette propriété en une classe. On peut créer une classe email. Donc ça sera dans modèle nouveau, ajouter, classe. On va dire email adresse, enter. Et propriété ID et propriété, ce sera l'email. Dans étudiant, on transforme cette propriété en collection. Ce sera iCollection email adresse. On vient d'ajouter. Ce sera ici une liste d'emails. Donc, au niveau de la base de données, on génère de nouveau la demigration. On appelle add email adresse. Classe. Enter. Donc, vous voyez là, générer un nouveau fichier. Donc, ce qui fait tout simplement, il supprime l'email existant de la table étudiant. Ensuite, il crée une table email adresse. Voilà, ici par exemple, je vois que j'ai fait une erreur. Supposons qu'on veut faire marche arrière, retourner en arrière et corriger. Ben, je peux tout simplement, vous voyez ici, il propose, pour annuler cette action, on peut faire remove migration. Ce qu'on va faire ici pour corriger notre classe ici. Voilà, remove migration. Et va supprimer ce fichier, vous voyez ici. Voilà, il est supprimé. Donc, on peut recorriger. Donc, on peut corriger notre classe adresse email. Ce sera plutôt, on va renommer adresse. Voilà, enter, appliquer. C'est fait. On revient ici. Donc, on relance. Voilà, donc il supprime
la colonne email et créer une nouvelle table, email adresse, les premières email, et puis on a student ID. En fait, student ID, c'est qui est étrangère, qui est liée à la table étudiant, et tout simplement, au niveau de la base de données, on matérialise la relation one-to-many par une clé étrangère. Donc on a vu dans le code, un étudiant peut avoir un ou plusieurs emails. Cette relation one-to-many est matérialisée par une liste dans la classe étudiant uniquement. Et dans la base de données, cette relation one-to-many, elle est matérialisée par l'ajout de la clé étrangère d'un champ qui provient de la clé primaire de étudiant. Voilà. On lance, on exécute ces changements au niveau de la base de données, update database, enter. On vérifie dans SQL Server, refresh. Voilà, on voit maintenant qu'il y a une classe, email adresse, qui contient 3 champs. Donc pour résumer, une relation many-to-many se matérialise par la création d'une nouvelle table, parce qu'on a une relation many-to-many entre cours et étudiants, et la table cours étudiant relie la table cours et étudiant, donc la relation many-to-many, et au niveau de la relation one-to-many, qui est un étudiant peut avoir une ou plusieurs adresses email, bah, ça se matérialise par la clé étrangère de identifiant étudiant. Ici, au niveau de la table historique des migrations, on voit que tous les fichiers qui ont été générés à partir de Visual Studio sont exécutés d'une manière séquentielle. Voilà. On va utiliser le contexte pour lire les informations de la base de données, ou écrire, ou modifier. On va ajouter un contrôleur. On choisit contrôleur MVC avec vue utilisant Entity Framework. Ajouter. Là, on choisit la classe modèle étudiant, student. Le nom, on ne le laisse pas défaut. Voilà le code qui a été généré. Donc, on a ici le contexte qu'on va utiliser pour la lecture, et puis qui a été injecté via le constructeur du contrôleur. Alors là, dans le contrôleur, on a plusieurs méthodes. Vous voyez, on a plutôt aussi l'autre contrôleur, donc student. On a plusieurs méthodes, donc index qui retourne la liste des étudiants, detail pour récupérer un étudiant, create pour la création d'un étudiant, edit pour la modification, delete la suppression, et ensuite ici c'est une méthode pour vérifier si un étudiant existe ou pas dans la base de données. La méthode index qui retourne à la liste des étudiants, tout simplement, voilà le contexte, ici on retourne la liste des étudiants. Alors, on va lancer cette requête au niveau, on lance. Donc voilà, pour afficher les étudiants, ça sera /student, enter. Actuellement, la base de données est vide, donc il n'y aura pas d'étudiants affichés. Voilà, on va créer des étudiants.
Exemple, voilà. On ajoute un deuxième étudiant. Donc là, on a deux étudiants dans la base de données. On vérifie. Student. Voilà, on a deux étudiants. Et et puis on affiche la liste. Donc quand on clique ici sur slash student, ce que ça fait tout simplement, ça fait un select dans la base de données, ça retourne tous les étudiants qui existent dans la base de données. La méthode qui le fait, c'est la méthode index qui retourne les étudiants ici. Donc si je mets un breakpoint ici, il revient, enter. Voilà, on rafraîchit. On arrive bien ici. D'ailleurs, on regarde le contexte. Vous voyez les étudiants. On voit que voilà, il y a deux étudiants qui étaient retournés. Et je vais vous montrer un outil pour voir la requête SQL qui a été générée derrière. C'est Xevent Profiler. Vous cliquez sur Standard. Voilà. Et là, ce profiler va écouter les requêtes qui sont exécutées, qui sont entrées. Alors, on enlève le breakpoint. Donc, continuer. Voilà. Ce qu'on va faire, on relance ici. Donc, il y a une requête qui a été faite pour aller chercher les étudiants. On revient ici, on va voir, voilà, il y a bien une requête qui a été lancée. Donc, quand on utilise context student, bah derrière, Entity Framework va traduire cette requête qui est de link to entity, va la traduire à du SQL, et ça donne tout simplement cette requête. Cet outil Xevent Profiler nous permet tout simplement de voir, quand tu utilises Entity Framework, de voir quel est le SQL qui a été généré et si on peut l'améliorer ou le peaufiner s'il y a des problèmes de performance. Maintenant, ce qu'on peut faire, puisque là, on voit que c'est un select sur uniquement nom identifiant et nom d'étudiant. Il n'y a pas de mails qui ont été récupérés, il n'y a pas de courrier qui ont été récupérés non plus. Là, on va ajouter une nouvelle méthode qui récupère la liste des étudiants avec des emails et éventuellement des cours. On va ajouter quelques données. Donc on va ajouter des cours et surtout alors donc ça sera vous voyez quand on fait un insert, on insère uniquement le nom, pas d'identifiant puisque c'est un nom géré d'une manière automatique au niveau de la base de données en auto incrémental. C'est-à-dire qu'un cours premier cours ça sera du C#. Voilà, enter. Voilà, ça a été ajouté. Ensuite, on ajoute SQL. Et par exemple, troisième, ça sera Git. Voilà. Donc, on va dire que un étudiant suit des cours. Donc, dans la table d'association qui est cours étudiant, on va ajouter cette association. Donc, on va ajouter clé primaire d'un cours et clé primaire d'un étudiant. On a vu que C#, ça sera identifiant 1, on vérifie.
Voilà. 1. Avec l'étudiant qui a notifié 1. Enter. Et puis le cours 2 aussi, qui est de SQL. Voilà, Enter. Là, on a des données dans cours étudiant. Ensuite, on va ajouter 12 adresses mail qu'on va associer à l'étudiant ici. Insert. Voilà, adresse mail. On dirait email 1 test.com. On va l'associer à étudiant 1. Voilà. Ensuite, email 2, toujours étudiant 1. Donc là, on a des données de test. Et ce qu'on va faire tout simplement, on va créer une méthode au niveau du contrôleur qui retourne student, mais avec les cours et des emails. Pour ça, ce sera donc get details student ou plutôt ce sera get student with courses and emails. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici tout simplement, on va utiliser include pour générer une jointure au niveau du SQL. Voilà, donc ce sera include donc ceci email adresse plutôt donc ceci ce sera include students as les emails et les cours. Voilà. Et on va ici mentionner la vue puisqu'elle a un nom différent ici. On va dire que la vue, ça sera index. Voilà. On met un breakpoint ici, donc F9. Enter. Donc là, cette méthode, on va appeler maintenant cette action. Ce sera donc student slash le nom de l'opération, donc de l'action. Voilà. Maintenant, on va voir les étudiants.
Vous voyez, maintenant, par exemple, il dit de 1 à 10 cours. Donc, sur 10 cours, vous voyez, par exemple, C Sharp et SQL. Et là, 2 adresses mail. Donc, en gros, par défaut, SQL Server, quand il récupère les informations, si on n'utilise pas include, ce sera de lazy loading, c'est-à-dire récupérer les données dans uniquement la table students. Il ne va pas récupérer s'il y a des emails, etc. D'ailleurs, voilà, si on refait le test ici, parce que maintenant on a des données, voilà, je mets le breakpoint ici, ce qu'on a fait la première méthode. F9 ici. Je vous montre. Voilà, on appelle donc index student. En fait, ici c'est un petit peu l'équivalent de ça, index. Par défaut, c'est ça. Voilà, on arrive ici. Et vous voyez, Entity Framework n'a pas récupéré les cours et les emails. Donc par défaut, on demande des étudiants. Par défaut, on ne demande pas ses cours et ses emails. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle du lazy loading. Pour des raisons de performance, on récupère uniquement ce dont on a besoin. Maintenant, on va voir quelle est la requête qui a été générée ici, quand on récupère également l'étudiant, mais aussi avec ses cours et ses emails. On va voir l'équivalent en SQL. Donc, je mets un breakpoint F9. Ensuite, bon, en fait, ici, continuer, voilà. Ce sera la méthode. Voilà. On arrive, donc, on va dans le profiler. Voilà, pour voir. Voilà, ici, on voit la requête qui a été générée. Je vous la montre, elle est là. C'est une jointure, en fait. Si on exécute cette requête, voilà, ici par exemple, cours, je prends ici, voilà le résultat de la requête. Il y a de la redondance, il récupère toutes les lignes qui correspondent. Ensuite, au niveau du code, il va éliminer les redondances. Donc on voit en fait c'est coûteux en termes de performance quand on fait des includes. Voilà, si on a une base de données qui n'est pas très sollicitée, ça passe. Par contre, si on a une grosse base de données avec plusieurs accès concurrents, ça risque de poser des problèmes au niveau de la production, au niveau des performances. C'est un truc à prendre en considération. Voilà. Donc voilà, pour résumer, l'avantage de Entity Framework, c'est qu'on peut développer rapidement, voilà, donc sans utiliser du SQL. Mais l'inconvénient, c'est il peut y avoir un problème de performance si on n'affine pas le code via des annotations ou Fluent API. Et si par exemple on vérifie pas le SQL qui a été généré, on risque d'avoir des grosses requêtes derrière qui nécessitent une optimisation si on ne veut pas avoir de problème de performance au niveau de la production. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous trouverez dans la description un lien vers ma newsletter. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des conseils et des astuces au niveau de .NET. Abonnez-vous également à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, merci, à la prochaine, au revoir.